Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire faire tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue encore une fois à un autre épisode qui, je sais, s'annonce être des plus intéressants. Entre deux fins de mois, on va prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de se réunir, de se ressourcer, de partager les connaissances pour être encore plus prêt pour la prochaine fin de mois. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir nul autre que M. Steve Waterhouse. Bienvenue. Salut Dominique. Merci beaucoup, Steve, d'avoir accepté l'invitation entre 2 vols internationaux et 4 conférences. J'apprécie beaucoup. J'ai une petite tradition. Moi, j'aime beaucoup créer le Origin Story. Je vais prendre un petit 30 secondes pour te présenter à ceux et celles qui n'auraient pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant. Tu as toujours cherché à comprendre la technologie, la décortiquer, l'assimiler. Ouais. Aujourd'hui, après avoir appris, entre guillemets, comme tu le dis si bien, puis moi, je suis un peu comme ça aussi, dans la rue, et suite surtout à ton expérience que tu as acquise au cours de ton service militaire, tu partages tes connaissances, tes expériences, des nouvelles technologies par l'enseignement et de nombreuses conférences. Que ce soit en réseautique, technologie sans fil ou en protection de l'information, tu apportes du gros bon sens à la sécurité de l'information, la cybersécurité. Tu vulgarises extrêmement bien. C'est au cours de ta carrière militaire avec le Royal 22e Régiment que le capitaine retraité Waterhouse a changé d'arme. Il est passé du fusil au clavier pour devenir un des premiers cyber-soldats au pays. Après avoir travaillé à former des soldats et des officiers dans les armes de combat, il s'est voué à gérer les réseaux informatiques du quartier général du secteur Québec, la Force terrestre, puis le réseau métropolitain de la base de Montréal. Premier officier de sécurité des systèmes d'information de la base de Montréal et par la suite du Collège militaire royal de Saint-Jean, où il aura fait l'architecture informatique. Tu as poursuivi ta quête inlassable du savoir, de la compréhension avec l'entreprise privée, puis démarré ton entreprise il y a 10 ans, le service conseil InfoSec SW, où tu offres des conférences en cybersécurité, du service conseil en gouvernance, la sécurité de l'information et du coaching pour les CISO, Chief Information Security Officer, pour le dire en français. Il partage son expérience militaire et d'art oratoire, et vous allez le voir, avec le mouvement jeunesse des cadets du Canada à titre d'officier CIC et depuis 7 ans à titre de chargé de cours avec l'Université de Sherbrooke au microprogramme 2e cycle en sécurité informatique, volet prévention. Steve a été le premier sous-ministre adjoint à la sécurité gouvernementale et à la cybersécurité du ministère de la cybersécurité et du numérique du Québec jusqu'au début 2023. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons, pour ne pas dire presque de l'œuvre, que vous l'avez sûrement déjà vu à la télé parce qu'il est fréquemment sollicité par l'ensemble des médias du pays pour commenter les sujets d'actualité et de cybersécurité, en plus d'être invité à contribuer avec les comités de la Chambre des communes du Canada et de l'Assemblée nationale à Québec. Je me sens prêt à accueillir dans mon écosystème, mon environnement, parce que le plus important, et je termine avec ceci, passionné de plongée sous-marine à titre de maître plongeur PADI. Steve, bienvenue au podcast A2FM. Merci Dominique. J'ai pas trop oublié d'informations. L'essentiel est apporté, puis on va en apprendre d'autres en jasant aujourd'hui, je pense. Oui, parce qu'il y a un peu trop d'acronymes pour mon cerveau. Il y a trop d'expertise. J'avais le goût de parler avec toi, mais bien sûr, de sécurité, de cybersécurité, de l'information, les renseignements personnels. On a eu le privilège de se croiser à un des événements de la CCAM qui a eu lieu dernièrement. Oui. C'est le premier sommet de la CCAM, Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. Puis en passant, j'ai entendu des bons commentaires que ça a été un succès. Hein? Oui, puis j'allais dire des bons commentaires, succès, puis des bons commentaires à ton égard aussi. Ah oui?
Ouais, au niveau vulgarisation, compréhension, Nice. des beaux petits électrochocs. Et je partage, il y a ma fille de 19 ans qui avait le privilège de m'accompagner dans cette journée-là. Puis dans les conférenciers, même moi qui étais là comme modérateur, elle a dit de tous ceux-là, là, c'est Steve, elle a dit, lui, j'ai tout compris. C'était simple, c'était vulgarisé. Donc, si ma fille a compris, j'ai compris. Blague à part, tu as amené un paquet de sujets que je trouve intéressants. On va peut-être en discuter de certains de ceux-là aujourd'hui. Ce que je voulais proposer aujourd'hui, un petit survol, je vais le faire en 4 catégories parce qu'on est tous concernés par la sécurité, la cybersécurité, nos informations. Euh, on va faire un premier niveau qui est les individus. Après ça, on pourra parler au niveau des entreprises. Comme dans mon vertical, les concessionnaires automobiles. As-tu des choses à faire ou à ne pas faire? As-tu des choses à surveiller pour 2025? Après Ouais. ça, au niveau des manufacturiers, là, il y a d'autres réalités, il y a d'autres enjeux. Puis peut-être que j'aimerais ça finir en termes de société pour rassembler tout ce beau monde-là autour du feu de camp. Euh, Steve, le premier sujet, tu en as parlé au sommet, on en a discuté, et je ne peux pas croire qu'on doit encore parler de ça. Au niveau individuel, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il faut encore parler de mots de passe puis de gestion de mots de passe en 2025? Parce que les gens se font imposer d'utiliser des mots de passe et donc ils vont aller avec tout le restant de qu'est-ce qu'ils ont à gérer dans un quotidien endiablé, vont aller vers le plus simple. Parce qu'ils veulent rencontrer l'obligation qu'ils doivent imposer un mot de passe à un accès, peu importe lequel. Puis après coup, ben, ils en ont 30 accès à gérer. Fait que tant qu'à gérer 30 mots de passe, compliqués, etc., on met le même mot de passe partout, simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou password, ou peu importe. Et c'est encore, oui, le numéro 1 mondial aujourd'hui, en 2025. Alors ça, c'est un choix que chaque individu fait. Mais ce que je milite depuis maintenant proche de 14 ans, Dominique, dans les médias, mais c'est cette sensibilisation-là de comprendre l'importance. Les gens, ils voient une conséquence directe s'ils ne barrent pas les portes de l'auto, s'ils ne barrent pas les portes de la maison. Puis même à ça, j'en connais qu'aujourd'hui, ils ne barrent pas les portes. Ça, c'est pas grave tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient commettre un crime dans leur propriété ou dans la voiture, peu importe. Alors, c'est comme ça que les gens vont adopter une posture différente devant une conséquence à quelque chose de négatif qui est arrivé dans leurs environnements. Je prends toujours l'exemple du feu parce qu'on apprend très jeune le feu, quand on se met les mains au-dessus de la flamme, après 2 secondes, ça fait mal. Et quand on dit aux enfants, mais touche pas à ça, tu vas te brûler. Le jeune, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas expérimenté la douleur. Quand que le jeune, puis c'est arrivé dans mon environnement, que touche pas au rond de poêle, il est chaud. C'est quoi un rond de poêle? Ben, c'est ça. Puis là, on vient de faire chauffer des éléments et c'est chaud. Et tu vas te brûler si tu mets ta main là-dessus. Tu te reviens de bord, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va tester. Alors, c'est ça qui j'essaie juste de faire un parallèle ici pour dire les gens, tant qu'ils n'ont pas vécu et vu de leurs yeux vus ou de vécu la conséquence de mettre un mauvais mot de passe, etc., ben, ils n'y croient pas, ils disent que c'est une légende urbaine. Alors qu'on a de plus en plus de témoignages de gens qui se font avoir. Et je donne souvent aussi l'exemple frappant qu'aujourd'hui, on ne va plus développer nos photos à la pharmacie comme on faisait dans le temps. Et qu'est-ce que ça donne comme incidence s'il y a quelqu'un qui vous barre de votre compte, de peu importe la plateforme, de quelle chapelle à laquelle vous obtempérez, les photos sont dessus en backup en quelque part, et si jamais quelqu'un décide d'effacer votre compte, les avez-vous, ces 30 100 photos-là, en quelque part, qui vont pouvoir être reconsultées par la suite. La majorité des gens, ils n'ont plus de son, plus d'image rendu là. Parce que c'est un fait de la vie. Les gens ne réalisent pas l'importance que la vie numérique, elle nous a facilité la vie dans bien des affaires. Au lieu de prendre 30 photos en voyage, maintenant, on en prend 3000. Fait que donc, on a capté l'essence de ce qu'on voulait rapporter puis partager comme souvenir. Ça, c'est un autre débat. Mais il reste toujours bien que les gens veulent garder ça précieusement. Puis surtout les premiers balbutiements d'un nouveau-né, ça, c'est encore mauditement, ça vaut mauditement plus cher. Tu sais. C'est inestimable. Alors, comment est-ce qu'on C'est tout arrive ce à que dire tu dis aux là, gens... Steve, tu arrives à dire justement qu'on a de plus en plus d'informations puis de renseignements. Puis le mot de passe qui est la base, c'est comme justement de barrer la porte. Là, tu disais, hey, dans la maison, là, vous en mettez de plus en plus. Puis des fois, on n'est pas conscient. Ben non. On ne le réalise pas non plus.
Puis, c'est banalisé. oui, puis là, j'ai pas de vie privée, puis qu'est-ce qui peut m'arriver, puis ouais. Et Entre tant autres. qu'on a pas mal, mais Ouais. de comprendre que c'est important de prendre des actions sur le mot de passe, je le mets des fois dans un contexte d'entreprise. Ils me demandent de changer mon mot de passe à tous les mois. Là, j'ai 4-5 logiciels qui peuvent avoir des fréquences différentes. J'ai cette complexité-là. Après ça, j'en ai d'autres qui vont avoir je veux dire, des bonnes programmations par défaut. Où est-ce que si tu mets un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va te le refuser carrément. Il y a d'autres Oui, il systèmes y a que des non. plateformes qui se sont adaptées, mais c'est pas Mais la majorité. est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe devient presque là la seule solution? Ben, il y a deux solutions qui s'offrent, là. Toujours le petit carnet noir, là, si on fait une allusion historique. Si quelqu'un est bien discipliné, ça va marcher. Mais voilà. Mais cependant, le point de concentration est physiquement vulnérable que s'il est volé ou perdu, et tu n'as plus de backup. Là, je crois. Moi, je ne plus là. Et voilà, on est revenu. Je disais donc, le gestionnaire de mots de passe, on peut y consacrer toutes sortes de mots de passe. Et l'importance de mettre un mot de passe différent à chaque compte, lui, le gestionnaire de mots de passe va en tenir compte. Et si jamais il arrive une compromission, il y a une fuite d'informations, les mots de passe ont été décodés, comme plusieurs fuites d'informations ont permis de trouver sur leur marché qu'on a l'adresse email d'une personne, d'une victime, et on a un mot de passe associé à ça. Et beaucoup se sont fait pirater le compte de cette manière parce que une fois que le compte, mettons, Gmail, juste pour nommer celui-là, là, peu importe, les malfaisants vont essayer, on appelle ça du password spraying, ils vont essayer à ce moment-là de consigner le mot de passe trouvé, décodé, et après coup, on trouve le mot de passe, on trouve cette adresse de courriel-là ailleurs, sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Ils essayent le mot de passe, bang, 3, 4, 5, 6 comptes de la même victime se font pirater parce que c'est le même mot de passe qui est utilisé. Alors, le gestionnaire de mot de passe, lui, il va vous informer si jamais, sur les commerciaux, s'il y a eu une compromission du mot de passe, du compte, etc. Ça va vous aider à allumer une lumière et dire, ouais, OK, il faut le changer immédiatement. Changer le mot de passe. L'autre avantage aussi, c'est que justement, c'est répliqué. Moi, je l'ai sur 5 appareils différents. Et donc, si jamais j'ai un appareil qui est brisé, je ne l'ai plus, ben, c'est pas juste sur un appareil, j'ai mes mots de passe. Ça veut dire, je consulte un autre. Et une fois par année, ben, je fais un imprimé. Là, je suis rendu à 80 pages, je pense, d'informations que je consigne. Ce n'est pas juste des mots de passe que je mets là-dedans. Je mets un paquet d'informations à caractère sensible que je ne veux pas que ça soit facilement accessible sur l'ordi si jamais c'est compromis. Parce que j'anticipe toujours que je ne le saurai pas le jour que ça va être compromis. C'est pour ça que j'ai encore une petite glissière sur ma caméra à l'écran parce que, encore là, je ne sais pas quand est-ce que l'appareil pourrait être compromis, malgré que je prends toutes les dispositions nécessaires. Et que si jamais c'est laissé ouvert, ben, ça compromet ma vie privée. Alors, c'est pour ça que je le ferme quand je ne fais pas de vidéoconférence. C'est tous des moyens comme ça, donc on anticipe la problématique. Au même titre qu'on s'attache en auto pour la conduite, ben, c'est que si on fait un accident, ben, on a plus de chances de survivre et non pas d'aller visiter le devant du véhicule qu'on ne veut pas voir nécessairement. Tu sais, c'est toujours dans ce contexte-là, la prévention existe. Fait que l'outil, je la recommande. La partie négative d'utiliser un gestionnaire de mot de passe aussi, c'est la même affaire que le carnet noir. On concentre toute notre information en un lieu. Et s'il est mal sécurisé, là encore, cette voûte-là, ben, on court à notre perte. Puis ça donne l'accès. Tu devances un peu ma question, Steve, pour les gens qui écoutent, qui disent OK, si bon, je vais prendre ça en charge parce que je n'ai pas une bonne hygiène de mots de passe. Ils sont simples, ou c'est les mêmes partout, ou je vais faire l'acquisition, hein, je vais payer un service, un gestionnaire de mots de passe. Là, il y en a peut-être 1, 2, 3 à recommander ou qui ont un peu plus safe, mais est-ce que j'ai une tranquillité d'esprit? Moi, j'en ai pris un. J'en ai choisi un, c'est Proton. La suite Proton Mail, qui, bon, il semblait être comme un peu plus vie privée, protection, tout ça, un gestionnaire. Je sais qu'il y a une compagnie canadienne aussi, si je ne me trompe pas. 1Password de Toronto, oui. J'y vais avec des grosses compagnies comme ça. Là, j'ai l'inquiétude, moi, que hey, je les mets toutes à la même place. Oui, ils ont beau me générer des mots super compliqués puis que, tu sais, différents partout, mais si eux se font attaquer, est-ce que mes mots de passe sont compromis? La réponse est probablement oui. Là-dessus, je te disais, m'a donné un exemple récent et ça va tendre vers non. Oh, j'aime ça. LastPass s'est fait avoir 2 fois dans les dernières années. Et le code source
même du logiciel qui fait l'hébergement des mots de passe, etc., a été compromis, a été divulgué. Cependant, lorsque la voûte est créée, elle n'est pas créée à partir du code de l'application. C'est un algorithme complètement à part qui, elle, va chiffrer justement l'information qui est consultée par la voûte. Alors, le mécanisme que la voûte va prendre pour, après ça, débarrer la voûte avec le mot de passe qui est soumis à l'algorithme, va décoder et donner l'accès. Mais dans ce cas ici, autant l'espace que l'industrie, on dit, il n'y a aucun problème, votre information, elle est protégée. Où ce que c'est malsain, c'est quand on a, je donne l'exemple souvent de LinkedIn, là, 8 ans, 9 ans maintenant, que son site web a été compromis et ils avaient un mauvais algorithme d'entreposer les noms d'usagers et mots de passe. Et ça a été décodé dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc pour servir d'appât, 5 ans plus tard de l'incident, à des gens qui ont envoyé ça par courriel, puis ils mentionnaient dans le courriel, regardez, on a accès à votre ordinateur, la preuve, voici votre mot de passe, on l'a décodé en temps réel, vous n'avez pas le choix, on a accès à tout, donnez-nous de l'argent. Tu sais, c'est un peu le scénario qui a été mis de l'avant. J'en ai beaucoup qui m'ont appelé avec ça, mais ça donnait le ton que le vrai mot de passe, encore une fois, il était le même de LinkedIn, le courrier électronique, de l'accès à l'ordi, etc. Fait que les gens paniquaient réellement. Fait que c'est pour ça que là-dessus, les voûtes à mot de passe, c'est contrairement à ce que les gens pensent, je n'ai pas besoin d'un logiciel de même, je le mets dans mon browser, je le mets dans mon furteur Internet. À chaque année, il y a des compétitions pour aller craquer ces entreposages de mots de passe dans les Je trouve furteurs. important ce petit point-là, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de Ben gens oui, que je rencontre que c'est. Moi, j'en ai un. J'en ai un logiciel pour mes mots de passe. c'est ça. C'est mon browser. C'est justement mon Chrome ou autre. Fait que Là, tu t'en allais dire, puis c'est pas une bonne solution, hein, ça. Non, parce que c'est facile d'accès pour ceux et celles qui savent comment s'y prendre. Et à chaque on peut dire, pas mal, plusieurs fois par année, on apprend qu'il y a eu des compromissions. Donc, carte de crédit, accès vers des sites, autrement dit, nom d'usager, mot de passe, etc. Ça ne devrait pas être là. Fait que, où je m'en allais avec ça, Dominique, c'est pour dire qu'une compagnie qui est spécialisée à la protection d'informations telles que des mots de passe, etc., c'est leur bread and butter. Autrement dit, c'est leur raison d'être. Ils vont faire tout en sorte d'avoir les meilleurs experts en la matière, les meilleurs mathématiciens, on va dire, qui vont mettre en place les meilleures solutions pour protéger cette information-là. Si ça ne marche pas, la compagnie plante, bye, c'est fini. C'est pour ça, contrairement à un furteur va t'amener vers une page web. C'est ça le premier objectif. Après ça, il donne un service d'appoint pour faciliter ta navigation Internet à avoir les mots de passe emmagasinés dans le furteur, ce qui est une très mauvaise pratique. C'est Google Chrome, hein, qui est la grande majorité de l'utilisation. Oui, Qui est aujourd'hui. généreux. Puis c'est justement, fait que Google, lui, son objectif, c'est pas comme ces compagnies-là qui ne font que protection puis de la sécurité de l'information. Google est là pour faire du cash avec nos informations. Fait que c'est Oui, là que c'est pas sécuritaire, c'est pas une bonne approche. Là. puis ça va pour Edge, ça va pour Firefox, ça va pour Brave, toute la gang, Opera inclus. OK, bonne question, parce que, mettons, Brave, où il y en a d'autres, justement, qui ont toujours une réputation, qui est beaucoup plus de protection, vie privée, tout ça. Fait que même avec des bons joueurs de navigateurs, ça reste pas une bonne solution. C'est ça que tu dis? Non, parce que ce n'est pas spécialisé en la matière. Puis, comme je dis, il y a des concours à l'échelle de la planète, plusieurs fois par année. Puis, à chaque fois, ils sont capables de craquer les algorithmes qui protègent l'information dans ces furteurs-là. C'est pour ça que je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est démontré que ce n'est pas fiable. Par contre, les mêmes tests, quand ils sont faits envers les gestionnaires de mots de passe, le résultat n'est pas le même. OK. J'aime ça. C'est un bon élément à partager pour aussi la compréhension des gens, parce que dire, j'ai rien, oui, j'en ai un, c'est mon navigateur. Non, c'est encore pire même que de rien avoir, ou presque. Tu es mieux de faire le saut tout de suite à un gestionnaire de mots de passe, c'est spécialisé. Au même Là, titre, de les gens posent payer souvent la aussi, question, hein? Dominique, est-ce que je peux mettre ma carte de crédit puis faire mes paiements avec le téléphone? La réponse, c'est oui, parce que les appareils modernes ont ce qu'on appelle un Trusted Platform Module, le TPM. Et le TPM, sa responsabilité comme composant, c'est d'emmagasiner les informations croustillantes, mettons comme terme. J'aime ça utiliser ça pour dire que ce sont des informations que. Parce que quand tu dis confidentiel, tout le monde a une interprétation différente du niveau de c'est quoi la C'est le côté de confidentialité. sensibilité. Qu'est-ce qui est un renseignement sensible Oui, qui est l'identité, risque, donc les renseignements biométriques, puis des éléments pour faire reconnaître justement des exceptions, des certificats, etc. Donc, c'est emmagasiné là-dedans. Sur un appareil portable, sur un laptop, il y a tout ça partout. Et
depuis qu'il y a ça, cet élément-là, ben ça facilite la sécurité parce que c'est pas n'importe quoi qui peut accéder à ce stockage d'informations particulières. Donc, quand on dit qu'on veut utiliser la carte de crédit pour faire un paiement, ben, elle est emmagasinée dans ce TPM-là. Et par la fonction de paiement, va accéder en mémoire et va dire, go, on peut faire parce que j'autorise l'utilisation de l'information qui est là. Et à preuve, je vais aller identifier la personne qui est en avant de moi, soit par le visage, par l'empreinte, peu importe la méthode biométrique, qu'on protège l'accès, si ce n'est que le fameux mot de passe à 10, 15 chiffres, peu importe. Ça, c'est une mesure que les gens doivent reconnaître plutôt que dans les appareils modernes, il y a tout ça. Au même titre qu'on se rend compte avec les appareils modernes de laptop que là, il y en a qui se font dire faudrait que tu migres avec Windows 11 parce que Windows 10 s'en vient à fin de vie qu'on ne sera plus supporté. Oups, là, tu ne peux pas installer Windows 11 parce qu'il n'y a pas ce composant de TPM 2.0 et plus présent sur l'appareil pour sécuriser l'architecture de Windows 11. Donc, Microsoft exige d'avoir un nouveau laptop avec ce composant-là. J'ai même vu des petites affaires, Dominique, qu'il existe des whiz électroniques, comme j'ai déjà été dans mon jeune temps, qui sont capables de changer le TPM, d'en mettre un plus moderne, mais ça, c'est tout un aria parce que c'est de l'artisanat aujourd'hui, soudé avec du Surface Mount, là. C'est toute une technique. En tout cas, fait que même Windows 11 n'est pas... Est-ce que je comprends que, mettons, Windows 11, pour cette particularité-là, n'est pas aussi sécuritaire que mon iPhone ou mon Android? C'est ça que je dis. L'exigence de Windows 11 d'avoir un TPM 2.0 et plus en termes de chipset force cette sécurité-là à un même niveau que les Android et les iOS ont dans les architectures. Fait que c'est pour ça que les gens, des fois, ils se surprennent et ils disent comment ça, Windows 10, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai. Mais c'est la raison de la mise à jour, l'upgrade de sécurité qui est exigée. Et c'en est une qui est principale, là, c'est extrêmement important. Fait que, au-delà de. Puis c'est un bon point aussi pour les entreprises. OK, j'ai mes vieilles licences de Windows 10. Un des avantages à migrer, c'est pas seulement au niveau du support ou des updates, les mises à jour de sécurité, tout ça, mais c'est des éléments importants dans l'infrastructure pour la sécurité des fonctionnalités de base, des fonctionnalités essentielles, exactement. Donc, ma mère, elle peut utiliser son téléphone avec sa carte de crédit dedans, ses affaires de paiement. Ça, c'est safe. Elle peut être en sécurité. Faut pas qu'elle mette ça sur ses browsers, sur Internet, le moins possible. Aucunement, même, je dirais. C'est dommage, parce que je vais aller à l'autre sujet, mais Google pourrait facilement, ou Brave, ces navigateurs-là et Google, on les font. Ces éléments-là de sécurité, de paiement, je suis même surpris qu'il n'ait pas été jusqu'à là au niveau d'intégration comme Apple le fait probablement. C'est sûr qu'il veut sécuriser et conserver son écosystème. Google, c'est plus ouvert, mais je suis surpris que même au niveau des navigateurs, ça ne soit pas plus sécurisé que ça. Qu'il n'y ait pas plus d'intérêt à protéger ça, à faciliter ça. C'est surprenant. Il y a toujours la fameuse notion que ça va impliquer, comment je te dirais donc, tout le monde se veut pour les bonnes vertus de la liberté d'accès à l'information et de la gestion d'information. Fait que quand tu dis que les gros conglomérats de GAFAM vont du jour au lendemain gérer ou légiférer, mais c'est parce qu'ils ne légifèrent pas, eux autres, ils imposent, que là, tu n'as pas le droit de mettre telle ou telle information. Fait que là, tu sais, côté marketing, c'est négatif. Fait qu'eux autres, ils ne veulent pas se restreindre des marchés, ils veulent laisser ça le plus ouvert possible. Et ça va être selon le choix de l'individu. S'il veut se restreindre, ben là, il va utiliser des moyens pour le faire. Mais eux autres, ils vont pouvoir se dégager et dire non, regarde, on vous a donné toutes les opportunités ou la largesse possible de faire ce que vous voulez avec. Puis après ça, s'il y a eu des conséquences, ça vous appartient. Parce qu'ils ne veulent pas être tenus responsables, ultimement, là, comme organisation. La responsabilité, ça m'amène à penser justement au niveau des entreprises, des concessionnaires dans mon industrie, des concessionnaires automobiles. Ils font affaire avec 10, 15, 20, 25 fournisseurs dans leur écosystème qui touchent les renseignements personnels et tout ça. Ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le know-how pour avoir un recul avec, est-ce que toutes mes choses sont en sécurité, des 2 authentifications, les gestionnaires de mots de passe? Parce que, on parlait des gestionnaires de mots de passe. Si les entreprises imposaient, c'était dans leur politique, dans leur procédure, puis ils imposaient cette culture-là, probablement qu'au niveau
à la maison, ce serait plus facile de le comprendre et de le ramener. Puis de Au niveau l'utiliser des aussi à la endroits maison. ouais, mais c'est ça. Puis oui, à la limite, même d'avoir Ben oui. le même peut-être des comptes séparés, là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai mon Ben, compte tu sais, professionnel, je fais mon une compte parenthèse rapide, personnel. Dominique, parce que rappelle-toi, là, tu sais, j'amenais à la conférence, là, justement, le concept que la vie maintenant perso déborde sur la vie pro et vice-versa, parce que on a souvent le même appareil qui est concentré tout ce qu'on fait dans le quotidien, de un. De deux, si on n'applique pas les bonnes façons d'être dans son quotidien au travail, à la maison et vice-versa, ben, les gens ne voudront pas adopter deux styles de vie différents, là. Fait que c'est pour ça que les deux sont intimement liés. Si on le fait à la maison comme ça, ou si on le fait au bureau comme ça, il faut le faire dans tous les aspects de notre vie. C'est souvent le message que je ramène en avant-plan pour que les gens comprennent pourquoi il faut le faire dans tous les aspects de notre vie, cette cyber-hygiène qu'on dit si bien. Puis je vais rajouter un peu d'essence sur le feu de ce que tu dis, puis je le vois aussi. Puis entre autres, comme tu l'as dit, à cause du cellulaire, mais euh, j'ai de la difficulté à avoir une possible réelle séparation entre, De tu sais, plus comme en je veux plus, dire, vie oui. numérique personnelle et professionnelle. Il faudrait que j'ai un téléphone fourni par l'entreprise, tu sais, il y a Ouais. des écosystèmes, il y a des entreprises à certains niveaux qui sont comme ça. Dans mon environnement, puis la plupart des entreprises de détail, ce n'est pas le cas. Donc, raison de plus pour peut-être prendre une responsabilité, formation comme entreprise, de dire je vais former mon monde avec ce qui est sécurité. Puis là, je pourrais rentrer là-dedans toutes les fraudes du président, puis euh, l'ingénierie sociale, les fraudes par courriel, tu sais, ça peut faire partie de la formation puis de l'information que les employés peuvent Aujourd'hui, si recevoir. Puis l'entreprise ne fait pas ça, elle est dans le dallo en tabarouette, là. la majorité ne font pas ça. C'est ça qui est surprenant. Encore en 2025, au même titre les mots de passe. Rappelons-nous, là, quand on était jeune à l'école, à chaque début d'année, septembre, octobre, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un exercice d'évacuation d'incendie obligatoire. Pourquoi il fallait que les écoles fassent ça? Reconnaître les signes et symptômes. Reconnaître c'est quoi le signal d'alarme. C'est quoi il faut faire comme procédure. On se rassemble. Si c'est l'hiver, on se pogne un manteau vite, puis on évacue sans paniquer. Puis on s'en va au point de rassemblement. Puis il faut connaître c'est où le point de rassemblement. Tu sais, des Oui. affaires simples, 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 Mais simples. tout ce que tu dis là qui est simple, Steve, on a un gros problème parce qu'au niveau numérique, au niveau C'est hygiène, ça. Oui. on n'a rien de ça. Là, c'est comme, hey, si jamais il y a un feu, on fait quoi? Je ne sais pas. Les T'as-tu gens ne un font pas. plan? Non. Tu t'en vas où? Comment tu fais pour. T'as-tu un plan de relance? S'il y a le feu, je vais appeler le 911. Fait que là, si jamais il arrive de quoi, m'en appeler du monde, puis Colin, il y a beaucoup de travail. C'est triste. On rit un peu, mais il y a énormément de travail à faire, de C'est pour ça que je prends compréhension, de l'idée du feu, parce que conscientisation, là. pour moi, ça rejoint tout ce qu'on a appris comme étant jeune, au primaire, là, pas secondaire. Ouais. Primaire, on apprenait ça. Puis c'est logique. Fait que pourquoi qu'on ne pourrait pas l'appliquer aujourd'hui? C'est encore d'actualité parce que moi, je le vis quand je vais dans les concessionnaires. Je vois partout, il y a une pancarte à quelque part sur le terrain, au minimum une, qui est Oui, marquée point de rassemblement. Donc, là, est-ce que c'est une loi? Tu sais, est-ce que c'est une règle CSST probablement, là. Ben oui. bonne chose? C'est que là, on s'en vient avec ça, comme la loi 25, là, qui est mon petit bébé, tout ce qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ça va amener ce genre de changement-là, puis Ben, j'espère. d'éducation-là. Je l'espère aussi avec le côté hygiène, parce que Oui. les fraudes par courriel, j'arrive à un concessionnaire automobile, comme n'importe quel commerce de détail où est-ce que tu as des comptes recevables et payables. Oui. Je vais t'envoyer une facture d'un fournisseur avec un PDF et voilà. Je veux dire, on ne veut Simple. pas être paranoïaque, mais moi, je pense que plus qu'une fois par année, comme le feu, il devrait avoir, tu sais, je ne veux pas dire mensuel ou presque, mais ça devrait être comme je fais souvent le parallèle avec la CNSST. Quand j'essaie de faire comprendre, comme d'avoir l'hygiène au niveau de la protection des renseignements personnels, j'écoute ce que tu fais avec la santé et sécurité, tu fais tout pour minimiser les risques d'accident. Fait que là, on va faire la même chose avec la protection des renseignements personnels. On va tout faire pour minimiser les risques d'incidents de Et confidentialité. voilà. Mais vu que c'est abstrait, oh my God, on part de loin, là. Puis c'est la même affaire que santé et sécurité. Quand ça a commencé, là, on fallait apprendre des affaires. Il y avait une nouvelle loi. Là, on se posait des questions. On checkait nos affaires. On inspectait. Là, on réalisait. On faisait des constats. Hey, ça, ça marche pas. C'est dangereux. Puis là, ou des lunettes de sécurité, ou les bottes. Fait que là, on a commencé à éduquer, à donner de la formation, et donner de la formation, et donner de la.
puis c'est récurrent, puis c'est toujours vivant. Et dans toutes les cafétérias où je vais, il y a un billboard avec du liège, avec des petites punaises, puis il y a des feuilles de santé, sécurité, puis d'affaires, puis de protocole. C'est vivant. Il faut arriver avec le même réflexe pour les renseignements personnels qui sont invisibles. On n'a pas d'autre option. On a plusieurs options. Cependant, il y a une étape juste avant à aller chercher, mais c'est l'adhérence, c'est-à-dire capter l'intérêt. Puis, tu sais, j'ai fait quand même, 14 ans là, que je milite avec les médias pour passer ce message-là. Au début, tu sais, tu peux faire comme certains font la vente de nouvelles avec le sensationnalisme, puis tu mets ça catastrophe. Ah, on est dû pour un cyber Pearl Harbor, on va se faire planter. C'est vrai, il y a tous les signes que là, que ça pourrait arriver là encore. On est très près d'un cataclysme, de l'Internet va s'imploser, etc. Tu sais. Fait que quand tu dis ça du jour au lendemain, tu essaies de prendre les gens, les faire prendre conscience. Si vous n'avez plus d'accès Internet demain matin, qu'est-ce qui arrive de votre vie? Aujourd'hui, on en connaît des gens qui vont arrêter littéralement de vivre là, parce qu'ils subissent une panne de service d'une application ou de l'Internet par le fournisseur de cellulaire, puis c'est la fin du monde. Là. Absolument. Fait que, tu sais, on l'a vécu avec les mises à jour, ces problèmes de sécurité au niveau avec Windows, puis les aéroports, tout a été bloqué. En début juillet 2024, exactement. Il y a eu des petits points comme ça. Puis dans l'industrie des concessionnaires, il y a eu CDK qui a été majeur, qui a été 50% des concessionnaires en Amérique du Nord. Bon, ça, c'est un des 25 logiciels qu'il y a dans l'écosystème. Là, c'est même pas les Internet, il n'y a plus d'électricité. C'est un des 25 fournisseurs. Puis là, il y a des dealers qui ne pouvaient plus accueillir les clients au service. Je ne peux plus réparer les véhicules. Je ne peux plus faire les contrats. Je ne peux plus payer mes employés parce que c'est l'échelle de compte. C'est vrai. Ça a été un constat, puis ça a été majeur. Puis là, Steve, là, je repasse dans les concessions, puis là, je dis, hey, qu'est-ce que vous avez fait depuis et pour? Pas grand-chose. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il n'y a pas d'action. On dirait que tant que je ne me suis pas brûlé la main sur le rond de poêle, tant que je n'aurais pas eu un incident de confidentialité, la perte réputationnelle ou monétaire, et est-ce que tu as hâte que, avec la loi 25, il y ait des premières tapes sur les doigts ou des premières sanctions? Est-ce que tu penses que lorsque ça va arriver, ça va peut-être accélérer un peu plus la compréhension et la sensibilisation des gens à ça? Ben, c'est qu'est-ce qu'on a été témoin en Europe lors de l'implantation des RGPD. Ça a toujours bien pris 5-6 ans avant qu'il y ait justement une acceptation sociale, premièrement, accompagnée d'exemples tangibles. Tu sais, des petites béneries comme British Airways qui ont payé 300 millions parce qu'ils ont mal géré de l'information personnelle. Ça en a marqué une coupe. Puis il y a eu d'autres moyennes et grandes entreprises qui ont des sanctions avec 50, 75 000, 100 000. Tu sais, qui a fait un trou dans le revenu, là. Alors, quand ça touche ce langage universel qui est l'argent dans les entreprises, surtout quand c'est des entreprises qui n'ont pas des grosses marges de manœuvre, c'est là que ça prend toute son importance puis le mot se passe. Tant mieux. Mais ici, la façon que c'est structuré, on en reparlera peut-être dans 5 ans d'ici, là, puis je pense qu'on n'aura peut-être même pas un cas qui va avoir été encore légiféré. J'espère que non. Puis moi, je vais mettre mon masque de... moi, j'espère que oui, Dominique. J'espère qu'on ne se rendra pas là, l'ensemble. J'espère qu'il va en avoir plus tôt. Hey, à chaque mois, il y a des pages et des pages de listes d'organisations qui ont eu compromission. Les gens, tu sais, comme moi, là, ça a parti avec l'incident de Desjardins en 2019. Puis les gens, à cette heure, sont désabusés parce qu'à chaque fois qu'il en arrive une autre fuite d'informations, ils se demandent à quel saint vouer, là, parce que c'est là que c'est comment je te dirais, ça désamorce l'espoir d'être capable de garder notre vie privée. Parce qu'à chaque incident, là, les gens se découragent. Là, après ça, ils disent, il me reste quoi à protéger si ça a fui, ça a fui, ça fait l'effet inverse que ça aurait dû faire. Puis si je ne me trompe pas, c'est septembre 2022, où est-ce que là, la loi obligeait les entreprises, s'il y a un incident de confidentialité avec des renseignements sensibles, donc un risque de préjudice grave, je dois aviser les clients. Moi, j'ai commencé à en recevoir de diverses compagnies, chaînes hôtelières, comme consommateur. J'avais espoir que, hey, si j'en reçois 1 ou 2 ou 3, après le gros Desjardins, c'est comme, oh, attends, il y en a beaucoup. Il y en a toujours eu, les gens ne le savaient pas parce qu'il n'y avait pas l'obligation, mais oui, ils ne portaient pas attention. Oui, fait que là, j'avais l'impression que ça allait
activer le besoin de hey, je veux comprendre puis je veux faire attention. Puis là, ce que tu dis, c'est un peu ce que je constate, ça fait une espèce de désensibilisation de Banalisation, exact. Caroline. Tu sais, c'est comme dire, on s'intéresse-tu justement au vol simple, au vol qualifié, comme disait le jargon judiciaire? C'est ça qui m'impressionne, moi. Aux nouvelles, le soir, là, ou peu importe le moment de la journée, ils en parlent de ces crimes-là encore. Là, puis je ne sais pas pourquoi là, il y a cette fixation de parler du crime traditionnel puis de laisser savoir que ça, c'était judiciarisé ici et là. Mais quand je n'ai apporté des nouvelles de techno, là, des affaires importantes, là, au-delà des fuites d'informations, des compromissions d'organisations sérieuses, qui a des ramifications sur bien des aspects de la société, c'était pas intéressant. Mais quand c'était dit cyberattaque contre une telle organisation, il y a eu fuite d'informations, puis qu'il n'y avait pas de nouvelles politiques au judiciaire à parler, là, j'avais la première page. Là, il y avait de l'attention. Mais là, tu viens d'entendre que c'était en troisième lieu d'importance. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, puis sûrement tu peux témoigner en positif là-dessus, la responsabilité, ou du moins le rôle du responsable de la sécurité des systèmes d'information, le CISO, ben, est encore des fois en des paliers subordonnés de l'organisation. Il n'est même pas à table avec les décideurs. Il fait partie des fois, parce que c'est une bébite qui demande bien de l'argent, il est en dessous des finances. Sinon, il est en dessous du VP technologie. Et VP technologie transmet mal les recommandations vers le board, vers la table des C. Fait que donc, on est encore là. Et puis Steve, on est pire. Je m'excuse, mais c'est encore pire parce que ce que tu dis là, c'est pas le meilleur scénario, mais il y en a un. 99% dans mon industrie. Puis si on parle des entreprises, les PME au Québec, la majorité, ils n'ont personne qui remplit ce rôle-là. Il y a un gars de TI, qui fait des fois, un sous-traitant ou un cousin, ou spooler, imprimante, serveur, c'est que fait, ce que tu décris là, il est comme c'est triste, il devrait être au niveau hiérarchie. Tabarouette, c'est encore pire que ça pour moi. C'est comme la majorité n'ont personne qui joue ce rôle-là. Ben non, parce qu'il n'est pas compris. Fait que, tu l'as dit tantôt, la loi 25 a imposé en septembre 2022 d'avoir un officier responsable de l'information personnelle, le Data Privacy Officer. Tant mieux. J'en connais pas beaucoup d'organisations, moi, je connais le DPO. Alors qu'il faut qu'il soit affiché, tu sais, puis il y a toutes sortes de ramifications comme ça. Mais où est-ce que je m'en allais tantôt avec mon histoire de ne pas avoir de responsable? C'est que là, il arrive des décisions importantes. Puis, comme tu as dit, la loi 25, quand ça a été imposé aux entreprises, tout ça, mais il faut que tu aies un soutien à l'extérieur pour t'aider pour l'implanter. Tu ne peux pas tout faire tout ça, c'est impossible. C'est pour ça que quand on arrive avec le CISO, là, qui est mal interprété, il fait son évaluation des menaces et des risques, il dit, messieurs, dames, voici ce que je recommande, je me regarde la main en disant, voici mon rapport, et il faut qu'on investisse ça va coûter 150 000 cette année, puis ça, c'est le minimum. Fait que là, tout le monde se regarde. Je te remercie. Il part avec ça, il s'en va avec les chums VP. Puis là, tout le monde part à rire. Ben voyons, penses-tu qu'on va mettre 150 000 pour protéger nos informations quand il faut mettre ça en publicité, amener donc de nouvelles clientèles? Toutes les raisons vont supplanter ce besoin-là. Ça, quand je dis ça, j'ai toujours l'image que tu donnes des scènes noires quand tu n'es pas en état de crise, mais quand la crise frappe l'organisation par fuite d'informations ou compromission, l'insertion de rançon logiciel, etc. Oups, là, tout d'un coup, les liasses de la bourse délient et tu as de l'argent à profusion. C'est un des problèmes un peu dans la perception, des fois, de dire si je mets de l'argent, ça va tout régler. C'est sûr. Il faut que je mette de l'argent, mais c'est pas de mettre de l'argent, ça va régler. Dans le sens que si mon toit coule, parce que les plywood, ils sont pourris, quand même que je remets une couche de bardeau d'asphalte. Oh, puis t'en mets en acier, tiens. Ouais. Garantie 60 ans. À vie, est transférable au prochain owner. C'est comme... ça revient toujours à le besoin, je vais dire, d'éducation, de compréhension. Il faudrait que les gestionnaires d'entreprise, je ne sais pas si ça fait partie ou pas, je ne connais pas ces curriculums-là, mais
sais, la gestion, bon, la sécurité, cybersécurité, l'information, comme un peu la gestion des êtres humains et des RH, qui souvent ne fait pas partie, puis qui est une grosse partie de la gestion. Mais gérer la business, les chiffres, là, je vais dire, c'est la partie la plus facile. C'est gérer tes humains, qui est une partie extrêmement difficile, puis du défi des entreprises. Puis là, gérer tout l'abstrait que tu ne comprends pas, qui est les renseignements personnels. Là, tu as beau leur dire, hey, avec la loi 25, là, tu peux avoir jusqu'à 4 de ton chiffre d'affaires mondial ou 25 millions. Et la majorité des gestionnaires, ils savent faire de l'évaluation du risque. C'est juste qu'ils ne savent pas le faire envers l'information. Ouais. Connaître les menaces, connaître les vulnérabilités, c'est quoi, comment tu y travailles, etc., ça devient une spécialisation en soi. C'est pour ça qu'il y a des rôles de CISO et de CIO. Ça, c'est important. Quand tu as les bonnes informations pour prendre les décisions, ça va de soi. Parce que tu appuies, autrement dit, ton raisonnement, tu appuies ta décision sur ces évaluations-là. Tout gestionnaire, à la base, s'il est de bonne formation, devrait savoir ça de cette manière. Il y en a qui vont le respecter, le processus, pour dire on va aller chercher le spécialiste qui va faire ça de façon technologique versus le spécialiste en RH qui va aller chercher un CRHA qui est certifié, ben, il va chercher un CISM, un CISSP qui est certifié, lui aussi, dans sa pratique. C'est là qu'il y a une dichotomie. On respecte et on reconnaît un avocat qui est formé, un CRHA pour la ressource humaine, mais quand on arrive dans le domaine de la sécurité d'information, oups, c'est abstrait, on ne sait pas trop, puis c'est une bébite qu'il paye trop cher, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pardon, un peu, là. Quand tu es pogné, là, puis tu as de l'eau jusqu'ici, qui sent pas bon, tu te questionnes-tu le plombier? Je ramène ça à un métier de conventionnel. Réactif, mais c'est tellement ça. Puis, c'est ça. Une des réalités aussi, c'est qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens ou la grosseur. Ils n'ont même pas quelqu'un pour les RH. Des fois, c'est le contrôleur qui fait un peu les RH ou des directeurs. Ou encore sur l'impartition, ben oui. Ou un parti, exactement. Donc, on n'est même pas rendu à, OK, au niveau protection, renseignement, tout ça, que ce soit tu l'impartis ou que tu es à l'interne ou que tu embauches. C'est un défi. Puis je le dis des fois avec les concessionnaires. Je regarde ce qui se passe en Europe, justement, les DPO, les Data Privacy Officers, un peu ceux qui sont responsables, ce qu'on appelle les responsables PRP ici dans la loi 25, les responsables de la protection des renseignements personnels. Par défaut, c'est le propriétaire, il est nommé. Des fois, il délègue ça à un contrôleur ou un DG ou un directeur. Ultimement, c'est le numéro 1 qui répond. Là, exact. Ben oui, il y a toujours exactement la responsabilité, mais tu disais, c'est quoi le rôle du responsable de la protection des renseignements personnels? On part de très, très loin au niveau de la compréhension. Puis vu que c'est abstrait, j'ai l'impression, malheureusement, pour la majorité, tant que ça fera pas mal, tant qu'ils ne seront pas brûlés. C'est un peu comme l'induction. Tu sais, vu que c'est abstrait, là, le feu, là, on fait le même parallèle, là, c'est de l'induction. Ouais, mais il ne faut pas que tu mettes ta main avec. Ouais, mais gars, je mets ma main, c'est pas chaud. Ouais, mais. Oh my God. Et là, on n'est même pas au niveau des. Tu sais, dans mon industrie, il y a les concessionnaires, les défis avec les gens. Un beau sujet aussi que tu as parlé, tout ce qui est les constructeurs. Si on parle de sécurité ou de vol ou d'information, là, on a beaucoup de sujets qui sont intéressants avec les véhicules en soi. Il y en a-tu un plus que les autres qui te fait plaisir de ce temps-là, qui t'allume un petit peu, soit au niveau des vols de véhicules ou les données qu'il y a dans les véhicules? Ça remonte à, comme tu as si bien introduit, aux fabricants qu'eux autres, ils ont un rêve, ils ont un produit imaginé à livrer qu'ils ont promis aux consommateurs. Autrement dit, ils ont ensorcelé le consommateur, regarde, on veut te vendre ça, achète ça, ça va être le nec plus ultra du confort puis de la sécurité sur la route, blablabla. L'utilisateur aujourd'hui insiste à avoir une certaine forme d'automatisation, d'accès de l'information. Je ne sais pas pourquoi cette obsession-là. Sérieux, là, ils s'exposent eux-mêmes. Fait qu'eux autres, ils disent on répond à un besoin du client. Ben, t'as un peu, le client, là, il n'est même pas bien informé sur qu'est-ce que tu as à leur offrir. Puis, as-tu écouté comme il faut le client ce qu'il veut? Parce que perso, là, j'ai loué des véhicules récemment, parce que moi, j'ai un vieux véhicule analogue et je vais l'entretenir aussi loin que je peux le faire parce qu'il n'intègre pas de la modernité interconnectée qui devient vulnérable parce que le constructeur est allé vers une troisième partie faire son application qui n'a jamais eu de contrôle de qualité. Ah, puis c'est vrai, il a rajouté une couche de sécurité à la fin du projet qui n'est même pas compatible et que ça rouvre la porte justement à de la fuite d'informations, puis etc. Même Jalland est capable de débarrer le véhicule à distance en passant par ces applications-là non sécurisées. Bon.
Fait que ça pour dire, oui, ça fait partie justement de quelque chose qui vient me chercher parce qu'on est rendu à l'étape qu'il faut solliciter le gouvernement à imposer des lois pour forcer ces fabricants-là à rentrer sur le marché avec un minimum. Quand j'ai témoigné en commission de la Chambre des communes il y a quelques années, on parlait justement des appareils biomédicaux. Comment est-ce que je disais que c'est une industrie autorégularisée parce que personne vient inspecter le code qui est inséré dans un pacemaker et qu'il y a une vérification, une certification qui est apposée sur l'appareil qui tient quelqu'un en vie, là. Alors que tu vas acheter un set de lumière d'Halloween dans le magasin, puis s'il n'y a pas le saut CSA, qui autrement dit, qui a passé par la normalisation des moyens électriques, puis qui a été testé, puis qu'il y a un rapport produit sur l'efficacité, puis que le feu ne pognera pas dans la maison, le dit produit, l'extension, puis les lumières, elles ne seront pas vendues, là. Mais comment ça se fait que tu arrives avec la même affaire dans l'industrie automobile, puis après ça, dans l'industrie médicale, que tu peux développer du logiciel, puis qu'à ce moment-là, tu peux dire, ben, on dit que c'est correct, ça devrait être correct, puis on verra par la suite. Tabarnak, attends un peu, là, wow. C'est complètement fou. Autour de ça, là. T'as raison. Tu sais, l'automobile, à la limite, je peux comprendre. T'sais. Le médical, tabarouette, là, tu m'apprends ça, honnêtement, Steve, dans le sens que. Ah non, un peu comme fou, CSA, là. justement, il y a des normes au niveau alimentaire ou peu importe ce qui va entrer. Puis là, tu me disais, mettons, les logiciels, des outils médicaux qui maintiennent la vie. Ça rentre, puis c'est tout. Fait qu'il y ait des backdoors, qu'il y ait n'importe quoi, que ça soit programmé comme n'importe comment. Avec tous les sensors, Dominique, qui ont racheté, c'est un véhicule automobile de promenade récent, là. Je ne te parle pas du truck qui s'est fait hacker par son log électronique qui n'était pas bien protégé parce qu'il est ouvert sur le Wi-Fi. Puis là, il y a une université là, qui a été capable de faire la démonstration. Puis je vais en parler prochainement à l'Association des gestionnaires de flotte de l'Amérique du Nord à Toronto. Et c'est là que la démo, je vais la commenter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y en a qui sont au courant et qui ont déjà pris action, tant mieux. J'aimerais ça que tu partages peut-être ce petit point-là au niveau de qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans cette expérience-là, c'est qu'ils ont découvert le log électronique d'un camion, un 5 tonnes, peu importe, et qui, sans fil, se connecte lorsqu'il arrive dans le cours vers la gestion et à ce moment-là, peut télécharger, téléverser les informations pour la performance du véhicule, les heures que le camionneur a passé dedans, etc. Donc, il reste ouvert. Cette connexion-là, par contre, reste ouverte au-delà de la cour d'où le camion est parti. Et il y a une faille dans le protocole. Je peux dire, il y avait, mais assumons qu'elle n'a pas été corrigée dans la majorité des cas. Et donc, il y a une faille présente dans ce module qui permet avec quelqu'un qui arrive à proximité du véhicule, donc en dedans de 200 mètres, parce que tu peux aller viser un véhicule avec une antenne directionnelle, mais mettons que c'est plus facile de le faire en parallèle lorsque tu le suis sur l'autoroute, et rentrer dans ce log électronique, mais qui a accès à contrôler le véhicule, tu injectes le code nécessaire, et à ce moment-là, dans la démonstration sur vidéo, qui est très bien fait, le véhicule s'arrête tout tranquillement sur le bord de la route. Il était sur un chemin dans le désert, il n'y avait personne, une chance, ça a voulu pour faire une preuve de concept. Wow. Mais c'est là que l'industrie, si elle ne prend pas conscience des vulnérabilités qui existent dans de tels appareils, ça ne marche pas. Fait que l'exemple que je te donnais avec le véhicule de promenade, à l'intégration de tous les sensors qui sont autour du véhicule, sensors en voulant dire les capteurs pour la distance, la vitesse, sur les lumières qui allument parce que quelqu'un qui est trop proche dans ton angle mort, etc. C'est de la prévention fantastique. Ouais. Mais qu'en est-il de protéger l'insertion d'une commande en provenance de l'extérieur du véhicule, autrement dit par induction? Donc, parce que le véhicule ne veut pas, on l'a vu la démonstration 2015 de Jeep qui ont été pris contrôle à distance, puis là, lui-ci, la personne a pu faire ce qu'elle voulait avec le véhicule. Puis quand j'ai visité Israël en janvier 2020, j'ai visité une compagnie qui faisait des firewalls pour intégrer ça sur le port ODB2 des véhicules automobiles. C'est-à-dire un bidule électronique qu'on met dans le port ODB2 et qui, lui, va valider si la commande qui est amenée vers le CPU du véhicule, l'ordinateur central, que c'est une commande qui vient du véhicule et non pas d'une source extérieure. Fait qu'on est rendu là. Attends une minute, ça a juste, excuse-moi, ça n'a pas de sens pour char. Que par défaut, tu sais, by default, dans tous ceux qui font des systèmes pour les véhicules, il n'y a pas ça. C'est une compagnie de Tel Aviv qui va développer puis qui va vendre un firewall, une patch par-dessus, une protection. C'est pas là par défaut. Mais non. Tu sais, quand là, tu me contais l'affaire du camion, OK, je peux comprendre, mettons, dans le design qu'il y a, tu sais, que
qu'est-ce qu'on va se faire voler, c'est pas trop grave, qui n'ait pas pensé à sécuriser, admettons, de se faire siphonner les données. Mais là, ta minute, là, c'est bidirectionnel. Puis c'est ça qui ne fait aucun sens pour moi. Que je sois capable d'aller siphonner les données, c'est une chose. Oui, exact. Ça, c'est la partie Mais, facile. mais tu sais, puis que ça arrive, c'est comme. Mais que je sois capable d'écrire, ça, c'est inacceptable. Ça devrait être dans la fonction même du produit. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je te dis, Dominique, quand personne passe en arrière puis certifié, là, les affaires de main, ça se retrouve par hasard. Soit par accident, il arrive un accident réel, il y a perte de vie, etc. Soit par découverte dans un contexte d'étude, puis là, ils se disent, hey, industrie, savez-vous que c'est comme ça? Ça va être à veille d'être régulé, puis ça va être malheureusement la seule option, puisque tu disais que ça vient du gouvernement, parce que il va arriver, il est déjà arrivé plein de choses, que ce soit les données télémétriques qui sont vendues ou autres. On parlait de l'étude de Foundation Mozilla, qui était dans le Privacy Not Include, qui disait, je pense, c'est the worst product category we have ever reviewed for privacy is car. On fait des études avec les véhicules, les manufacturiers aux États-Unis. Qu'est-ce qui. Puis partout dans le monde. Pas juste aux États-Unis, il veut dire les 25 plus gros fabricants à travers le monde sont tous. Je me gardais la réserve dans le sens que l'étude a été faite sur les constructeurs américains. Parce qu'il y a des constructeurs européens aussi dans le lot. Oui, mais par exemple, mettons, j'ai un véhicule Volkswagen, mais qui est vendu aux États-Unis. C'est vendu par le distributeur américain. Donc là, c'est, mettons, ce qui est distribué là, parce que ça se peut que le véhicule Volkswagen vendu en Europe, il n'y a pas les mêmes composants. Bon, ceci dit, entre nous, pas mal sûr que c'est pareil partout dans le monde, comme tu dis, en effet, que c'est la même affaire. Et c'est encore plus facile aujourd'hui parce que là, tu changes le dash électronique. Il s'adapte où que tu mets, tu dis là, dans quel pays il opère. Avant ça, il fallait que tu changes vraiment physiquement l'approche. Là, aujourd'hui, c'est tout électronique. À part que quand tu arrives dans des pays où la conduite est inversée, ben là, physiquement, il faut que tu inverses les composants. C'est une autre histoire. Mais encore là, toute l'informatique, ils ont tout centralisé, justement, ils sont tous allés au centre parce que pour le partage des plateformes, de mise en commun. Et voilà. C'est pas global. Tu sais, c'est une chose que là, tu me prends mes données, puis là, j'embarque même pas dans les consentements, biométrie, tout ça, les affaires, tu sais, le gars qui a voulu renouveler ses assurances, puis que ça coûtait plus cher, puis les data brokers. Mais ça, pour moi, comme je dis, tu sais, de me prendre mes informations, c'est un problème, c'est un dossier. Oui. C'est un problème de sécurité de l'information, mais là, quand tu injectes du code, quand tu viens écrire ou prendre le contrôle, là, c'est la vie. C'est ça peut-être qui faisait que j'espérais plus par défaut qu'il y ait eu des bons gens qui ont passé, puis hey, on va protéger ça. Ou, j'avais entendu parler, puis je ne sais pas si c'était justement à votre antenne au podcast de la French Connection, que des bornes de véhicules électriques de recharge avaient servi et ou presque pour injecter du code dans le véhicule. C'est comme. On en est là. On en est là. Faut que tu assures ce qu'on appelle donc la chaîne d'approvisionnement. Puis là, ben, dans la foulée de la ferveur populaire d'utiliser justement n'importe quoi, borne électrique, etc., ben, encore une fois, il n'y a pas personne qui est passé en arrière et dit c'est safe ou c'est pas safe de se servir de ça. Alors, électriquement, les ingénieurs ont passé et ils ont dit c'est safe. C'est une chose, l'électricité, là. Mais c'est couplé avec des données. Fait que c'est là, il y a une séparation, puis il y a un oubli qu'il y a un autre penchant, il faut penser là-dedans, puis personne n'y a vu, celle-là. Là. Ils ont juste dit électricité certifiée, faite par un électricien certifié, tout est beau. Ben oui, ça va dans tous les systèmes intégrés. Je ne le nommerai pas parce que je ne suis pas certain du nom, mais il y a un des présidents d'un grand manufacturier qui expliquait avec tous les infotainment puis tout, puis il dit hey, j'ai 25 fournisseurs que j'utilise pour tout le code, les codes dans mon véhicule. Là, je ne parle même pas des Apple CarPlay ou Android ou autre comme écosystème. Puis là, eux autres, des fois, pour changer une ligne, il faut que je demande à lui, qui est le fournisseur de ci ou de ça. Puis il a comme avoué, hey, on l'a échappé, ça. T'sais. On aurait dû, puis là, ils ont peut-être appris comme les Tesla de ce monde qui ont dit, nous autres, on va bâtir de zéro notre écosystème, puis on va faire des ordinateurs qui ne sont pas des véhicules. Mais là, je pense que les manufacturiers traditionnels, ils ont compris qu'ils ont imparti, ils ont outsourcé, ils ont délégué parce que c'est plein de fabricants qui fournissent les pièces du véhicule. Ouais. Mais toute la partie, je vais dire, données informatiques, d'après moi, j'aurais peur d'ouvrir le hood en dessous de ça pour voir les vraies affaires. Yours to discover, comme on dit en Ontario. Le? Yours to discover? Ouais. Ben,
On va le faire, tu sais, puis moi, c'est dans les sujets aussi, puis tu sais, justement, les articles de la Fondation Mozilla, j'ai commencé à poser des questions, mettons, les distributeurs canadiens, hey, les données, y a-t-il des données télémétriques qui sont vendues à des data brokers? C'est quoi le consentement? Absolument. Puis là, quand tu lis l'étude, c'est, hey, le manuel du propriétaire, c'est ça ton formulaire de consentement. Ça, là-dedans, là, ça dit, puis dans l'étude, il y avait même jusqu'à Nissan qui allait jusqu'à prendre tes activités sexuelles. Parce que là-dedans, ça dit, si tu connectes ton téléphone, ben, tout ce que je peux siphonner d'infos, Yep. j'ai le droit. Et, Dominique, tu conduis ton char, si tu amènes ton ami Steve comme passager, là, puis qu'il veut connecter son téléphone, là, parce qu'il veut mettre sa musique, il faudrait que tu lises un peu les droits, les obligations, les affaires de consentement, parce que là, il va donner son OK pour tout qu'on siphonne. C'est ça. C'est fou Privacy que by c'est design, privacy by default, vivement cette notion-là, Colin. Ça n'a pas de Ben, sens. mais parce que quand, tu sais, je te disais, je lis des véhicules de temps en temps, là, quand l'autre est aux réparations, ben, je m'amuse à aller regarder qui a rentré son téléphone dans le véhicule. C'est tellement drôle. Il y a beaucoup Parce que quand j'ai d'histoires acheté avec le ça. mien, j'avais les 3 dernières années de l'ancien propriétaire, c'est toutes ses localisations géographiques et le carnet d'adresse puis ses préférences de musée. J'aurais pu faire bien du dommage à cette personne-là, tu sais. Je capote. Ben oui. Et ça, là, je vais en profiter peut-être pour un message. Tu sais, si on veut, les concessionnaires qui sont à l'écoute, là, tu veux une petite pépite, là. Si tu veux faire une action rapide pour l'ensemble de ta protection, des renseignements personnels, il y a même des compagnies qui existent pour ça, mais je reprends un véhicule d'occasion, flush, pas juste pas lui, Yep. flush toutes les données, effacer les infotainment, les GPS, les programmations de porte de garage. Il est arrivé plusieurs causes que des gens avaient acheté un véhicule, il s'est rendu chez l'ancien propriétaire, puis il a dit hey, je peux ouvrir ta porte de garage. Puis, donc, comme concessionnaire, on a la responsabilité. Ça revient un peu comme si la personne avait laissé son testament dans la boîte à gants. Pas Là, mal. avant de livrer le véhicule, tu te dis, on va le laisser là. Fait que, il y a cette nouvelle réalité-là pour certains de dire hey, dans mes véhicules d'occasion, dans mon processus de reconditionnement, il faut que j'aille une étape qui est qu'est-ce qu'il y a comme données ou comme renseignement dans ce véhicule-là. Mais là, Steve, imagines-tu la charge de travail avec l'ensemble des marques années modèles qui vont acheter parce qu'ils n'ont pas juste leur marque qui vont acheter des véhicules d'occasion. C'est vrai. Mais ça fait Des fois, partie tu vas poser du des lot. questions aux manufacturiers puis ils ne savent même pas eux autres mêmes. Non, c'est ça qui est flusher fatigant. ça. Mais ça fait partie, Dominique, de l'élément de base. Et oui, tu l'as dit, c'est une responsabilité. Fait que quand tu prends possession du véhicule, ben vient les responsabilités avec. Ça naît un cheval de Troie très important dans l'industrie. Et j'ai hâte de voir le jour où il y aura justement un recours, soit collectif ou individuel, d'un particulier envers l'institution, le garage qui a vendu le véhicule, parce qu'il n'aura pas fait son due diligence de l'enlever. Fait que ça, c'est à suivre, par exemple. Ça va arriver. Et puis moi, je dis à mes clients, même au-delà que tu attends de te brûler puis que ça fasse mal puis les amendes, pense juste à ta réputation. Parce que si ça t'arrive à un client qui vit l'expérience, ça se peut qu'il ne fasse pas de plainte, ça se peut qu'il ne fasse pas de recours contre toi. Mais ta réputation, puis ce qu'il va dire, c'est comme. Faut être un peu sérieux avec ça. Le problème, c'est qu'ils ont 1001 choses à apprendre et à comprendre. Moi, je le sais, je sillonne les rues. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi avec, justement, encore là, de ta conférence que tu as donnée au sommet. J'avais des conversations avec des concessionnaires qui parlaient d'éléments que tu avais nommés, puis que, tu sais, que ce soit les vols de véhicules ou les peu importe, puis c'est la sécurité ou le AI. Ils ont tellement de lois, ils ont tellement d'affaires, il y a tellement de changements. C'est probablement un des endroits les plus difficiles au monde pour Je faire de la comprends. business parce qu'on est les consommateurs les mieux protégés. Fait que, heureusement qu'il y a des gens comme nous qui sont un peu passionnés à prêcher la bonne nouvelle, de dire hey, il faut apprendre, il faut comprendre. J'espère assister à beaucoup d'autres de tes conférences. Je vais essayer de faire des événements aussi avec toi. Je continue à te suivre et à écouter partout parce que je veux partager le plus d'informations possible. J'apprends énormément avec des experts comme vous, parce que moi, j'en suis pas un. Pour essayer de vulgariser après ça, mais là, le vrai défi, c'est que tu arrives, tu as comme une liste de 72 priorités. Là, OK, par où je commence, puis qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, puis en même temps, j'allais quasiment oublier, tu sais, souvent les gens vont s'abonner à des portails chez le fabricant ou peu importe quoi. Le véhicule il est vendu,
mais le portail est toujours attaché avec le véhicule. Puis il y en a eu des cas des documentés aux États-Unis surtout, puis ici au Canada, il y en a eu quelques-uns aussi, mais que tu ouvres ton portail, puis tu es capable en temps réel de repérer ton véhicule parce que l'identifiant, le VIN du véhicule, pardon, il est encore lié à ton compte chez peu importe le fournisseur de véhicule. Tabarnouche, j'attends un peu. Là, une autre couche que le fabricant, il faudrait qu'il fasse ce transfert-là, qu'il fasse un effacement du VIN qui est associé à quoi que ce soit. Comment en faire la traçabilité? Quasi impossible. Puis là, j'aime ce que tu dis, tu sais, c'est important de le mentionner, c'est que la responsabilité n'incombe pas au concessionnaire, au distributeur, elle incombe au fabricant, au manufacturier. Il y a une responsabilité individuelle aussi, Dominique, il faut tous les amener. niveaux. Oui, ben oui, mais tu sais, un peu comme l'exemple des clés, tu sais, tu me vends un véhicule avec des clés intelligentes, Voilà. j'assume comme client que ça marche puis que c'est sécuritaire, comme ma ceinture de sécurité Ou ou tu le as donné coussin ton véhicule gonflable. aussi, t'en as-tu gardé une avec toi, tu sais? Les manufacturiers, je pense que c'est eux qui auraient le plus intérêt à se payer des conférences et des formations. Ben non, Puis mais je il y a dis des ça à prises de la blague, conscience mais à c'est ce faire-là. sérieux, Là. mais c'est là qu'il faut que ça commence. C'est un peu comme le gouvernement. Hein. À certaines échelles, il y a des choses qui doivent être faites. C'est comme, il faut que ça commence en haut, il faut que ça vienne du gouvernement. Penses-tu que c'est les gouvernements qui vont finir par mettre la pression sur les manufacturiers ou les manufacturiers vont prendre... Alors, je te dis que si on veut gagner du temps, et on a très peu de temps, là, on sait, oui, ça va être beaucoup plus efficace si la gouvernance, ici au Canada, ça va être donc une réglementation fédérale, puis c'est Transport Canada qui est responsable de ça. Il va falloir que ça vienne de cet échelon et que ça descende comme une obligation et ça, que ça soit couplé avec justement Industrie Canada ou peu importe l'autre ministère, qui à ce moment-là, il va y avoir une obligation de reddition de compte après ça, si jamais le véhicule est transféré. Mais là, tu as aussi comment je te dirais donc, une responsabilité partagée avec les provinces parce qu'ici, lorsqu'il y a un transfert de véhicule, c'est avec la SAAC. Donc, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là exiger que la SAAC demande est-ce que vous avez purgé votre VIN de toutes les associations possibles envers le particulier, le consommateur? Avez-vous désengagé l'application? Tu sais, il y a tout ça, peut-être, il faudrait mettre en collaboration, mais on n'en demandera pas trop à la SAAC. Ils ont d'autres problèmes à régler pour l'instant, le plus fonctionnel. Mais que ce soit correct, ça serait peut-être ça aussi là, qu'il va falloir qu'on mette là-dedans lorsque ce transfert est effectué. Ou bien, C'est un bon rôle à jouer pour eux. Ils sont l'intermédiaire, totalement. Ça fait partie donc d'une étape supplémentaire dans le processus de transfert. Fait qu'il y aurait eux, ils seraient un bon palier avec lequel appliquer cette réglementation-là pan-canadienne. Après coup, si jamais il y a des plaintes, bien là, ça va être à ce moment-là avec la SAAC versus les concessionnaires que ça va pouvoir se régler. Mais les fabricants, le côté Transport Canada, doit leur exiger de changer les façons de faire. Et ça va aider, en tout cas beaucoup, en collaboration évidemment avec le DOT aux États-Unis. Puis, pourquoi pas à l'échelle mondiale, parce que les fabricants, bien souvent, on en a qui sont fabriqués à l'extérieur, qui s'en viennent ici au pays. Eux autres aussi doivent respecter ça. Fait que oui, ça a cette portée mondiale, parce que le problème, il est partout pareil. Là. Fait que si on va en Europe, on a d'autres problématiques avec d'autres véhicules, parce qu'on n'a pas les mêmes véhicules ici, mais fondamentalement, envers la donnée, envers l'information, bien, ils vont s'y prendre de la même manière, malgré RGPD qui est présent. Là. Puis, tu as raison, je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution. Il faut que ça vienne d'en haut. Ça va être une loi. Un peu comme ça prend des phares de jour pour vendre au Canada. Fin de l'histoire. Oui. Là, tu mets des phares de jour. Voici les règles ici. Puis là, probablement que c'est le Québec qui risquerait de faire ça avant le Canada. Tu parlais du ministère du Transport parce que je regarde Accès 27 au fédéral qui était, on l'espérait, l'équivalent de la loi 25 pour la mise à jour, la modernisation des lois qui protègent les renseignements personnels. Là, avec tout ce qui s'est passé au niveau politique, ça va être à recommencer. Malheureusement. C'est pas demain la veille que ça va se faire encore. Puis moi, je le vis parce que tous les manufacturiers, leurs maisons mères, sont genre, mettons, en Ontario. Oui. Ou dans l'Ouest. Fait que le village gaulois qu'on est au Québec, là, on est en avant, puisqu'on a regardé ce qui se faisait en Europe. On est en avant en Amérique du Nord. Il y aurait tout intérêt que ça vienne de là, mais il va falloir que ça vienne du Canada, comme tu as dit, de transport. Ça ne peut pas être par province.
Fait que, ça arrivera peut-être pas demain, hein? C'est ça que je comprends? Non, mais disons qu'on est bien positionné pour militer pour que ça se produise, faire les représentations d'usage aux élus, parce que quand on n'appelle pas aux élus, on parle de ça sur Facebook. Facebook, il ne règle rien, lui, dans la vie. Fait qu'il faut aller se manifester. Fait que c'est pour ça que je participe Ouais. aux différents comités des chambres et tout ça, là, de l'Assemblée nationale, parce que là, j'ai l'occasion d'exposer les vraies réalités aux élus qui, eux, vont prendre des décisions. Fait qu'après ça, s'ils s'en vont tout croche, là, puis ils ont été exposés à l'information, ben, eux autres vont avoir l'air fous là, d'avoir pris une mauvaise décision. Fait que tant qu'on ne les en parle pas, Ouais. ça ne se manifestera pas. Fait que oui, je continue dans cette veine-là à pouvoir, à ce moment-là, l'apporter. Fait que tu me fais penser. Là, peut-être qu'il va falloir que j'introduise un projet de loi, puis on le fera voter éventuellement. Fait que c'est peut-être là qu'il va falloir commencer, là, Dominique. On commence ça demain matin, en première rencontre. Mais moi, c'est pour ça. on a l'obligation, la responsabilité, le pouvoir, comme individu, comme consommateur. Ça commence par nous, mais de demander en haut aussi, de faire les pressions. Si on ne les fait pas au gouvernement, aux manufacturiers ou autres, il n'y a rien qui va avancer. Généralement, les constructeurs, et peu importe de quoi, ils vont écouter le marché. Si le marché demande quelque chose, on va répondre au marché. Fait que là, Dominique, avec tout ce qu'on on- vient de dire, le marché n'est pas au courant de ce qui va pas. c'est ce que j'allais conclure. Ça, c'est la partie la plus difficile, hein? C'est vrai de ça. Ben oui, ben oui. Fait qu'on est tous bien faire l'autre chemin, je crois qu'on on s'engage à faire, c'est-à-dire de passer par en haut et de faire de l'imposition versus la sensibilisation et l'éducation, parce que ça risque. Il faut continuer les deux. Hein? Je pense que le travail. C'est pas méchant, les deux non plus. Non, mais les podcasts, les articles, les conférences, Ouais. toutes les interventions, par exemple, que tu vas faire dans les médias, ou juste, tu sais, je dis à quelqu'un, si tu veux apprendre, va suivre sur LinkedIn. Moi, c'est là. Peut-être sur les autres plateformes aussi. Regarde les posts, l'information, on a un devoir d'éducation. Il faut continuer à partager, à vulgariser. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Puis un par un, moi, je vais dire, je convertis façon de parler. À chaque fois, tu donnes une formation à quelqu'un, puis tu le vis sûrement, puis avec les conférences, ou même avec l'accompagnement en entreprise, quand le déclic se fait, puis il y a une compréhension, la valeur que ça a, après ça, le reste du travail se fait. Fait qu'il faut pousser d'en haut, faire le travail, puis continuer à nurturer, à semer des graines de la connaissance en bas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant que je wrap ça, parce que je ne veux pas te retenir 4 heures de temps. Je sais que tu as On a 2 autres vols internationaux. On a touché quand même à bien des sujets, mais effectivement, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast plus tard. C'est sûr que je vais t'achaler avec une autre invitation, parce que je vais en entendre parler aussi. Puis il y a bien des sujets, ça pourrait être un des sujets spécifiques, ou peut-être justement d'aller un peu plus en profondeur avec des pistes de solutions. Oui, ou des suggestions même de ton auditoire là, qui, à ce moment-là, ils ont des questions qu'ils voudraient approfondir. Ben, c'est certain qu'on pourrait faire un suivi là-dessus. Là. Ça va être définitif. Puis je l'ose espérer aussi en présentiel. On va s'organiser des rencontres. Puis il y a des choses qui se travaillent aussi. On va repartager ça avec tout le monde très bientôt. Steve, je veux vraiment te remercier, pas juste pour la présence au podcast, mais pour la passion. Puis la folie de continuer à entretenir ce feu-là, de vouloir aider le prochain. Les folies que c'est, oui. oui, puis absolument, mais on travaille à contre-courant, c'est de l'abstrait, c'est des affaires que tu me répètes depuis 14 ans. Hein? Et fait que de ne pas s'essouffler à répéter, je te salue bien bas pour ça, il faut continuer. Et puis, je veux dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez entrer en contact avec Steve, je vais vous donner son adresse, non, c'est pas vrai. Vous voulez entrer en contact avec Steve, que ce soit pour échanger des questions ou des besoins d'accompagnement ou de formation pour votre entreprise ou conférence, le site web infosec.sw.ca et la majorité des plateformes, LinkedIn, Facebook, X, entre autres sous le nom de Cyber Steve Water sur LinkedIn. Moi, c'est ma principale source d'information. Tu postes, je ne sais pas combien de fois par jour, de l'information de plusieurs sources. Je vous le dis, moi, je suis paresseux. Fait que je veux me tenir informé dans ce domaine-là. Au lieu de suivre 52 personnes, je suis Steve Waterhouse. J'ai un bon résumé de ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un petit mot de la fin.
que tu aimerais peut-être laisser comme réflexion Oui, aux en 2025, auditeurs? j'ai un premier objectif, c'est de briser la sécurité par l'obscurité puis que ça cesse d'exister. On a besoin d'aérer nos problèmes, on a besoin de les partager, les solutions. Et les bandits, les pas fins, eux autres, le font. Les solutions qu'ils trouvent là, pour pénétrer un système, ils se les partagent à l'instant même qu'ils les trouvent. Pourquoi qu'on ne pourrait pas faire la même chose? On arrête de se compétitionner entre nous autres. Là, on vit le même problème. Alors, protégeons nos besoins, nos biens, en protégeant les meilleures pratiques. Je crois qu'on a besoin de se parler comme ça. Ça va faciliter la vie de tout le monde. Au lieu de se cacher et de dire j'ai un avantage par rapport à l'autre. On peut trouver des avantages à d'autres choses, mais pour protéger la sécurité de l'information, là, surtout, là, partageons les meilleurs trucs. Je veux seconder fois 1000 ce que tu dis là, puis je te confirme que c'est le cas. Quelqu'un qui va être victime d'un incident va avoir honte, presque, ne voudra pas le partager. Puis moi, je suis le tannant qui est « Hey, un lunch avec tes chums, la corpo ou les associés, partager l'information parce que là, si tu te fais frauder pour une affaire de carte de crédit, d'achat de pneus, de paix, peu importe, Colin, ça, là, c'est unique au Québec. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans ce village gaulois-là, là, parce que au reste du Canada, aux États-Unis, partout, là, ça s'échange beaucoup plus l'information. Au Québec, la peur de se faire copier je ne sais pas quoi, il y a ce réflexe-là de garder pour soi et de ne pas s'entraider collectivement. Je ne comprends pas ça, mais tu as absolument raison. Et je vais mettre ma mission 2025 également avec ça. Hey Steve, encore une fois, un énorme merci. Avec plaisir, Dominique. Tes lumières, la façon que c'est vulgarisé, les connaissances. Merci à tous ceux et celles qui ont été à l'écoute. Vous avez des questions, vous avez les informations de contact qui vont être dans la description pour rejoindre Steve et on va sûrement avoir l'occasion de revoir dans un prochain épisode. On va aller plus en profondeur avec d'autres sujets. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'être présents. Partagez les bonnes nouvelles et on se revoit à la prochaine fin de mois. Salut tout le monde. Salut Steve. Faut savoir agir entre deux fins de mois.